le sens du surpoids? Comprendre le message du surpoids pour mieux y répondre. Pour démarrer sur cette thématique, bien évidemment, on doit commencer par le message transmis par la société, que ce soit de la part de notre environnement, de nos conjoints, voire même de nous-mêmes vis-à-vis de nos propres enfants, et d'utiliser la seule et unique solution qui nous a été apportée, à savoir faire un régime. Faire un régime comme si la solution pouvait être dans la nourriture, comme si le problème était en lien avec un excès de nourriture et qu'il fallait juste réduire cette quantité pour trouver la solution au problème. Vous vous êtes aperçu, vous aussi, que certaines personnes autour de vous mangeaient très peu et n'arrivaient pas à mincir, et à contrario, d'autres personnes mangeaient énormément et étaient toutes fines. Donc il y a bien des mécanismes qui nous échappent sur ce fonctionnement. Une étude a été faite en 2010 de la part de l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire, et a passé au crible une quinzaine de régimes. Tous les régimes qui ont été testés sur une population cible, donc un échantillon très représentatif de la population, ont démontré que 95% des personnes reprennent leur poids après avoir fait un régime. 80% des personnes, au bout d'un an, reprennent même plus de poids qu'au départ. Bien évidemment, à cela s'ajoute l'effet yo-yo. Je prends, je perds et je bouscule mon organisme. Autre effet majeur, le fait de se restreindre en alimentation va nous faire perdre des sensations essentielles à notre équilibre, qui sont la faim et la satiété. Donc on voit à travers cette étude le danger même que représentent aujourd'hui les régimes et qu'il est grand temps de trouver une solution alternative pour cette problématique du surpoids. Donc aujourd'hui, nous pouvons clairement le dire, répondre au surpoids par un régime n'est pas la solution, cela ne marche pas. Alors pour illustrer un petit peu mon propos, voilà, je vous ai mis cette image et je la trouve vraiment très très parlante dans la mesure où, bien évidemment, vous ne verrez jamais dans la nature des animaux obèses. Personne n'a vu un animal qui avait du surpoids dans la nature, tout simplement parce que les animaux fonctionnent d'une façon bien différente à la nôtre. Et cette façon de fonctionner est en lien avec leur instinct. Un animal va donc savoir à quel moment il va devoir manger. Tout simplement parce qu'il va manger quand il a faim. Un animal dans la nature va savoir quand est-ce qu'il doit boire parce qu'il va avoir soif. Ou encore dormir parce qu'il est fatigué. Et tout cela nous semble d'une évidence. Eh bien, c'est ainsi que de nombreuses études ont pu expliquer les raisons pour lesquelles les animaux n'ont pas de problème de surpoids, tout simplement parce qu'ils écoutent leur instinct qui va expliquer les besoins qui sont derrière. Pour poursuivre sur cette image des besoins à travers l'instinct, on va parler d'une étude qui a été faite, je crois, dans les années 90 par le docteur Lestradé, diabétologue. Il s'est intéressé aux nourrissons. Les nourrissons, quasiment dans les premiers jours de leur vie. Les nourrissons n'ont pas de problème de convention sociale. Ils ne vont pas agir en fonction de ce que veut sa maman ou ce que veut son environnement. Il va simplement s'écouter. Et c'est en cela que cette expérience est intéressante. Il a donc pris deux groupes
bébés et leur a donné, pour l'un, au groupe A, un lait riche en calories, et pour le groupe B, un lait pauvre en calories. Au bout de quelques semaines, le docteur Lestrade s'est rendu compte que les bébés qui prenaient un lait pauvre en calories augmentaient leur ingestion de lait, naturellement, instinctivement. Il s'est rendu compte également qu'à l'issue de l'expérience, les deux groupes de bébés étaient à leur poids de forme. Il n'y avait pas eu d'impact dans le groupe B avec un lait pauvre en calories. On peut, à travers cette expérience, prendre conscience à quel point nous avons la capacité de réguler instinctivement notre nourriture. Instinctivement, notre corps va savoir si le lait est riche ou pauvre, si l'alimentation est nécessaire ou non, et augmenter les quantités en fonction de ses besoins. Alors bien évidemment, on pourrait se dire, mais enfin, oui, nous avons tous un instinct, nous avons tous été bébés, donc nous savons tous comment on fonctionne. Qu'est-ce qui nous empêche, arrivé à l'âge adulte, de ressentir nos besoins? Qu'est-ce qui nous empêche de savoir exactement quelle est la quantité à ingérer? Eh bien, il y a effectivement des raisons qui sont maintenant extrêmement précises. Nous savons aujourd'hui qu'il y a 3 types de stress qui vont bloquer la régulation dans le corps et mettre une personne en déséquilibre corporel. Le premier de ces stress, c'est en lien avec les stress physiologiques. Donc, les stress physiologiques sont en lien avec nos besoins vitaux. Nos besoins vitaux, c'est tout ce qui nous permet de rester en santé tout au long de notre vie. Il est donc important de les connaître. Les principaux, c'est manger, boire, respirer vraiment, et non pas du bout du nez, comme disent les Chinois, nous concernant. Dormir au moment où le corps a besoin de dormir. Et enfin, éliminer. On sait aujourd'hui que le problème de l'élimination, le problème d'une digestion qui n'est pas totale, va poser des stress physiologiques au corps. Les personnes qui sont constamment constipées, les personnes qui ne vont pas à la selle au moins une fois par jour, sont des personnes candidates à des stress physiologiques. Il est donc pour nous capital de prendre conscience de ces stress pour ne pas les imposer à notre corps. Tout simplement parce que dès que mon corps se trouve en danger avec ses besoins vitaux, eh bien pour résister à cette tension, le corps va se créer une armure. Il va prendre du poids. Les stress physiologiques non entendus vont nous pousser à prendre du poids. Nous avons donc vu les stress physiologiques. Maintenant, j'aimerais vous parler des stress psychologiques et des émotions. Car là aussi, nous avons cet impact très fort qui va être en lien avec nos pensées, avec tout ce qui va être perçu par notre inconscient comme un danger. Et là, on va parler de stress plutôt chronique. Ce sont des stress que l'on a dans la journée. Ils sont en lien avec nos émotions. Nos émotions sont considérées par notre corps comme une situation de stress si les émotions ne sont pas entendues. Si je ne donne pas de réponse à mon émotion, mon corps va alors se mettre en stress. Alors vous pourriez me dire, mais enfin, moi quand j'ai une émotion, je ne me sens pas en danger. Effectivement, pourtant, cela est interprété ainsi par le corps. Prenons la première émotion, la peur. Eh bien, on peut avoir peur de manquer de nourriture.
On ne s'en rend même pas compte. Mais quand on mange par anticipation, c'est bien qu'il y a une peur de manquer de nourriture. On peut avoir peur de manquer d'argent. Là encore, c'est une peur qui est extrêmement stressante, angoissante pour le corps. Ou encore avoir peur de ne pas avoir nos amis qui soient là pour nous soutenir. Là encore, ce sont des peurs relationnelles, mais tout de même en lien avec un stress pour le corps. Donc à travers cette émotion, on peut comprendre à quel point cela peut avoir un impact sur la volonté du corps de se protéger encore une fois parce qu'il va se considérer en état de danger. Les études ont montré que les personnes en surpoids en plus étaient sujettes à de l'hypersensibilité. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui vont avoir la capacité de beaucoup plus sentir leurs émotions, voire même de sentir l'émotion des autres et de se les approprier. Donc travailler sur son surpoids, c'est aussi apprendre à écouter ses émotions et à voir comment on protège son espace pour ne pas être envahi par l'émotion de l'autre. Comprendre l'émotion de l'autre, oui, mais ne pas la prendre. Alors voici une petite expérience qui a été faite il y a quelque temps également pour indiquer comment le stress va avoir un impact sur le corps. On a pris des souris et ces souris ont été soumises à un stress très fort. C'est-à-dire qu'on a pris un groupe de souris, on a mis un chat dans la cage. Et à côté, on a pris un autre groupe de souris que l'on a laissé tranquilles. Elles se sont reposées, elles ont joué, elles avaient de quoi être ensemble. Et à ces deux groupes de souris, on a donné exactement la même quantité de nourriture hypercalorique. Hypercalorique. À l'issue de l'expérience, vous pouvez voir sur cette image le résultat. Nous avons des souris qui ont doublé de volume à cause du stress. Elles ont donc ingéré plus de nourriture et stocké la nourriture. Elles n'ont pas brûlé leur nourriture. Les souris qui étaient dans le calme, elles ont eu également une nourriture hypercalorique, mais elles ont mangé ce qui leur suffisait. Et elles ont bien brûlé leur alimentation. Nous savons donc maintenant à quel point le stress peut provoquer un impact dans le corps et il porte un nom. Ce stress porte un nom, c'est le cortisol. Nous savons aujourd'hui que le cortisol, l'hormone du stress, quand elle est présente en excès dans le corps, va non seulement me pousser à manger gras et sucré, mais également à ne pas brûler cette nourriture, à la chercher, à la stocker, de façon à créer autour de moi une sécurité, une armure, comme je le disais tout à l'heure, suffisante pour répondre à l'adversité. Alors chez l'être humain, eh bien, c'est exactement le même constat. Lorsque nous avons des personnes qui vont peut-être manger des aliments très caloriques, mais qui sont bien dans leur basket, quand elles ont un relationnel amical riche, quand elles ont une bonne estime d'elles-mêmes, quand leur nourriture n'est pas qu'alimentaire, mais quand la nourriture est également en lien avec l'apprentissage, nous avons besoin d'apprendre. Nous sommes des animaux vraiment savants à condition d'apprendre ce que l'on a envie d'apprendre. On doit se faire plaisir dans l'apprentissage. L'apprentissage est une nourriture. Nous avons aussi une deuxième nourriture qui est la créativité. Nous avons besoin de rêver, nous avons besoin d'imaginer. C'est également une nourriture. La relation à l'autre en est une troisième. Nous sommes des animaux sociaux, nous avons besoin d'être en interaction avec les autres.
Cela nous nourrit. Enfin, nous allons aussi avoir la nourriture spirituelle pour ceux qui ont cette nourriture-là et qui est très riche également. Donc, on sait aujourd'hui qu'une personne qui va se nourrir à travers toutes ces richesses n'aura pas besoin de réguler son corps et le faire grossir pour se protéger de l'adversité. Alors, à présent que nous avons un petit peu vu comment fonctionnaient les pensées, les émotions qui allaient nous mettre dans des perceptions d'une vie dangereuse, j'aimerais que l'on voit ensemble un petit peu comment se joue ce mécanisme. Donc, au départ, nous avons une pensée. Alors, imaginons que j'ai une pensée qui serait de dire que, voilà, j'ai fait une erreur en réunion, j'ai terriblement honte parce que j'ai dit une bêtise en réunion. Et ça, c'est ma pensée, et cette pensée, elle va tourner en boucle dans ma tête. Donc, je suis constamment en train de tourner toute la journée sur cette idée que j'ai dit une bêtise. Il est fort possible que cette bêtise ne soit perçue que par moi-même. Peut-être même que les gens dans la réunion ne s'en sont même pas rendus compte. Donc cette pensée, elle est là, je me l'injecte au quotidien, pendant la journée, et à un moment donné, et très vite, dans mon corps, il va y avoir des ressentis qui vont s'installer. Ces ressentis peuvent être conscients ou non. Je parlais de la honte. Eh bien, la honte va créer une sensation de chaleur ici au niveau de la poitrine. Ça va commencer à me serrer la gorge et peut-être même que je vais avoir les ganglions qui vont gonfler. Je vais avoir les boules. Eh bien, ce ressenti n'est pas du tout considéré par une personne qui est en surpoids. Elle continue à tourner en boucle et ne va pas sentir son corps à ce moment-là. Or, ce ressenti est très fort, très présent et très désagréable pour le corps. C'est ce ressenti qui va entraîner le comportement qui veut une issue, le comportement qui va être « je ne veux plus ce ressenti ». Et d'une façon très mécanique, très rapide, très confortable, on va chercher le réconfort dans la nourriture. Parce que c'est la méthode la plus rapide pour répondre à cette tension. Car tout simplement, quand je vais manger, et de préférence du gras et du sucré, je vais anesthésier ce ressenti. Je vais même m'imaginer que l'émotion que j'ai ressentie m'avait donné faim. Et je vais donc faire un raccourci définitivement à chaque fois que j'ai honte ou à chaque fois que j'ai une émotion qui me perturbe, une frustration par exemple, eh bien, je vais aller chercher le réconfort dans la nourriture. Donc, je stresse, je mange, je me rassure. Alors, je vous ai dit que nous avions plusieurs stress qui pouvaient impacter notre surpoids. Nous avons vu les stress physiologiques, les stress psychologiques. Et depuis peu, nous avons découvert qu'il y a également des stress inconscients. Des stress qui vont se révéler dans des situations clés de notre vie. Des stress qui vont être peut-être en lien avec des traumatismes où on va se retrouver à prendre du poids en quelques mois, 10 kilos en un mois. D'autres, pour ce même traumatisme, vont perdre du poids. Mettons par exemple un divorce. Très clairement, lors d'un divorce, certaines personnes vont prendre du poids ou vont en perdre. D'autres personnes, lorsqu'elles vont se retrouver avec un deuil, vont également être impactées par le poids ou au contraire perdre du poids. Donc ces stress inconscients, aujourd'hui, on commence vraiment à comprendre leur mécanisme. Et ce mécanisme est en lien avec l'épigénétique. L'épigénétique est une science assez récente qui
est en lien avec l'héritage reçu de la part de nos parents à la naissance. Donc cet héritage, bien sûr, nous avons la couleur de nos yeux, la couleur des cheveux, tout ça c'est le patrimoine génétique. L'épigénétique est un héritage en lien avec une information qui se trouve au-dessus des gènes. Au-dessus des gènes, il y a une information qui va être captée par le patrimoine de l'enfant pour lui permettre de dépasser des traumatismes que ses aïeux ont pu connaître. Nous avons par exemple le cas de personnes qui ont connu la guerre. Imaginons par exemple que parmi vous, il y ait des personnes où leurs grands-parents ont connu la guerre. La guerre, très souvent, a été liée à des difficultés pour se nourrir, des carences en nourriture ou encore une nourriture dégradée. Eh bien, de façon totalement inconsciente, la personne va intégrer dans son corps qu'en période de guerre, on peut mourir de faim. On peut être vraiment en état de famine. Et cette information va être transmise ensuite à travers les gènes. On va alors avoir des personnes qui, alors qu'il n'y a pas de guerre, actuellement il n'y a plus de guerre, vont avoir un stress terrible quand elles vont voir leur frigidaire qui est vide. Ou encore, ce sont des personnes qui vont manger par anticipation. Elles savent très bien qu'elles n'ont pas faim, mais on ne sait jamais. On ne sait jamais d'ici que je venais à m'évanouir si je ne mangeais pas. Donc il y a vraiment une peur qui va se jouer derrière. Encore une fois, une sensation de danger. Lorsque la personne a ce type d'information dans son corps et que cette information est révélée à travers son environnement, eh bien c'est à ce moment-là où la personne va se retrouver à prendre du poids. Un traumatisme, c'est sûr, ce n'est pas une guerre, mais par exemple, ne serait-ce qu'un deuil, ça peut être extrêmement violent pour la personne et le vivre vraiment comme un chamboulement très fort. Et le corps va perdre tous ses repères et basculer dans un état de traumatisme pour lequel il va falloir mettre du volume autour de soi pour se protéger. Ou encore, pour ceux qui vont perdre du poids, ce sont des personnes qui vont s'alléger parce qu'il faut courir vite pour éviter le danger, échapper aux prédateurs. Donc nous avons différentes stratégies. Donc l'épigénétique nous a vraiment apporté une information capitale dans la compréhension du surpoids. Alors bien sûr, heureusement que cette information n'est pas à sens unique, c'est-à-dire que oui, les gènes nous donnent une information pour que nos comportements se prémunissent d'un danger, mais on sait aujourd'hui qu'il suffit de prendre conscience de ce traumatisme, de le traduire en comportement pour que mon comportement casse la chaîne de cette information et ait à nouveau un impact sur mes gènes. Donc, rien n'est irréversible. On peut recevoir un héritage, mais cet héritage, on peut aussi le façonner en fonction de notre réalité. Et c'est en cela que l'on sait aujourd'hui travailler sur les comportements neuro-inconscients pour modifier l'information sur les gènes. Alors, je vous ai donc parlé de ces 3 types de stress. 3 types de stress qui ne sont pas les mêmes pour tous. On n'est pas tous touchés de la même façon. Certains vont être très portés sur des stress physiologiques, d'autres très portés sur des stress émotionnels ou encore d'autres épigénétiques. Donc,
Chacun est différent. Et chaque corps va choisir sa stratégie spécifique pour répondre au danger. Mais ce choix est inconscient. Ce n'est pas nous qui décidons. C'est notre corps qui va décider si il va choisir la stratégie de la lutte. Donc la lutte, c'est vivre la vie comme un combat. C'est résister à l'adversité, résister aux prédateurs. Et donc pour cela, je vais mettre une armure. La deuxième stratégie est la stratégie de fuite. Cette stratégie est la stratégie que l'on appelle du chasseur. Le corps va brûler tout ce qu'il mange parce qu'il faut fuir vite, il faut fuir le prédateur. Donc ce sont des personnes qui vont avoir toutes les peines du monde à prendre du poids. Enfin, nous avons la troisième stratégie qui est la stratégie de soumission. Ces personnes vont manger, elles vont quand même manger leur nourriture, mais elles vont aller se faire vomir ensuite. Et donc, bien évidemment, elles vont passer par des stades de minceur et de surpoids. Une autre information également, c'est qu'un corps peut décider de changer de stratégie au cours de la vie. Nous avons des personnes qui vont avoir une stratégie de fuite jusqu'à l'âge de 30 ans ou plus. Et à un moment donné, suite à un choc traumatique, elles vont basculer sur une autre stratégie. Par exemple, la stratégie de lutte. C'est comme si le corps, en fait, s'était dit « Eh bien alors, ma stratégie initiale n'est pas valable, donc il va falloir en trouver une autre, puisque j'ai encore un prédateur qui me court après. Donc il va bien falloir l'affronter cette fois-ci. » Voilà un petit peu le mécanisme utilisé par le corps, et bien évidemment, encore une fois, c'est inconscient. On ne peut pas choisir. Mais alors, comment répondre au message du surpoids s'il y a tellement d'éléments qui nous semblent difficilement accessibles? Eh bien, nous avons des méthodes. Et pour cela, je vais vous donner une image. Je vais vous donner l'image de la baignoire. Imaginez une baignoire qui déborde. La baignoire déborde, elle a inondé la salle de bain. Vous arrivez dans la salle de bain et là, vous avez les pieds trempés. C'est désagréable. C'est très désagréable d'avoir les pieds trempés. Qu'est-ce que vous faites? Vous allez chercher des serpillères et vous y plongez par terre. Ah bah pendant quelques minutes, c'est sec. Hein? Ah super, j'ai réglé le problème. Que nenni, l'eau revient. Donc, vous avez le choix, vous pouvez continuer avec les serpillères. Vous pouvez aussi vous dire, oh là là, mais j'en ai marre, je vais manger un morceau de chocolat. Et répondre au problème en allant vous consoler avec un morceau de chocolat. Mais est-ce que ça règle le problème? Quelle est la solution à cette baignoire qui déborde? Ce n'est ni le chocolat ni la serpillière. La solution, elle est encore plus haute. La solution est de fermer le robinet. Donc, à nous de voir quel est le problème au-dessus de la nourriture. Qu'est-ce qui fait que je suis encore en train de revivre des comportements identiques au passé? Je suis en train de répéter exactement les mêmes choses. C'est bien qu'il y a des comportements que je n'ai toujours pas gérés. Il y a toujours un robinet ouvert sur quelque chose qui me fait peur. Alors, la solution au surpoids, si on devait faire un petit bilan maintenant, eh bien, la première chose pour répondre au stress physiologique, ça va être de bien se reconnecter à ses besoins. Et pour se reconnecter à ses besoins, eh bien, on doit apprendre à s'écouter, à écouter son corps. Et sur cette thématique-là, si vous voulez aller plus loin, j'ai créé un atelier qui va se trouver dans le coffret pour ce sommet. Dans ce coffret, vous allez avoir tout un déroulé pour apprendre à écouter vos ressentis.
Donc, ça va être vraiment la thématique sur les stress physiologiques que je vais aborder avec vous. Aborder cette thématique avec bienveillance et avec beaucoup de douceur pour notre corps, c'est vraiment la ligne importante à suivre. Ensuite, la deuxième méthode va être d'apprendre à gérer nos comportements. Gérer nos comportements pour comprendre que les stress psychologiques peuvent être diminués à partir du moment où je m'intéresse à mes comportements. Certains comportements nécessitent de modifier un tout petit peu notre approche pour qu'ils s'effacent au niveau stress. Donc, apprendre à gérer ces comportements est tout à fait possible. Ensuite, pour travailler sur l'épigénétique, donc les stress inconscients, l'idée c'est de prendre conscience déjà de ces stress inconscients pour ensuite apprendre à gérer ces comportements. Voilà un petit peu toute la complexité de ce surpoids et un petit peu ce que je voulais vous montrer à travers cette conférence. Vous montrer d'une part que le problème est bien au-dessus de l'excès de nourriture, c'est beaucoup plus complexe. Et vous montrer également que chaque individu doit être considéré de façon holistique et personnalisée pour ce qui est du surpoids. Nous n'avons pas tous les mêmes problématiques. Nous avons chacun notre histoire, notre propre histoire, qui va faire que nous sommes en surpoids. On ne peut donc pas appliquer une recette à tous, la même, pour une problématique différente pour chacun.